Chapitre 6. L'esprit humain. 90% de ce jeu est à moitié mental. Yogi Berra, ancien joueur de baseball professionnel et spécialiste des impropriétés de langage. Maintenant que vous savez l'essentiel du fonctionnement des entreprises, je vous invite à étudier le fonctionnement des individus. Les entreprises sont créées par des individus et pour des individus. Comme nous l'avons vu dans les chapitres « La création de valeur » et « Délivrer la valeur », si les individus n'avaient pas de besoins ni de désirs, les entreprises n'existeraient pas. De même, s'il n'y avait personne pour satisfaire ses besoins et ses désirs, les entreprises ne pourraient pas fonctionner. Par conséquent, si vous souhaitez créer une entreprise et la faire grandir, vous devez comprendre comment les individus perçoivent et traitent l'information, comment ils prennent des décisions et comment ils les appliquent en décidant d'agir ou de ne pas agir. Une fois que vous aurez une vision plus claire du fonctionnement de l'esprit humain, vous n'aurez aucun mal à améliorer votre façon de faire et à travailler plus efficacement avec les autres. Le syndrome de l'homme des cavernes. Tout homme est une citation tirée de ses ancêtres. Ralph Waldo Emerson, essayiste, poète et philosophe américain. Reportez-vous 100 000 ans en arrière et imaginez la vie à cette époque. Vos sens sont en éveil alors que vous marchez le long d'un cours d'eau à la recherche de nourriture, des poissons à attraper, des plantes comestibles à cueillir ou des mammifères à chasser. Il est bientôt midi, le soleil est près de son zénith et vous avez déjà parcouru une dizaine de kilomètres. Si tout va bien, vos pieds calleux vous permettront de marcher encore une dizaine de kilomètres avant la fin de la journée. Dans quelques heures, vous allez vous arrêter pour trouver de l'eau et un peu d'ombre. Le soleil de l'après-midi est brûlant et le repos vous aidera à conserver votre énergie, concept abordé ultérieurement. Alors que vous marchez, votre regard se pose soudain sur un petit arbuste éloigné d'environ 6 mètres. Votre cœur cogne dans votre poitrine car vous reconnaissez la forme des feuilles et savez que les racines et le feuillage de cet arbuste sont comestibles. Vous commencez à creuser le sol autour de la base de la plante pour mettre au jour les racines, bien décidé à déraciner ce petit arbuste et à le mettre dans le panier tressé que vous portez sur le dos. Brusquement, vous sentez que quelque chose a bougé tout près de vous. À 1 mètre, un énorme cobra s'est dressé prêt à attaquer. Vous voyez sa capuche au motif aisément reconnaissable et ses crochets acérés. Pas le temps de réfléchir. Votre taux d'adrénaline grimpe en flèche et votre pouls s'accélère. Vous faites un saut sur le côté et prenez la fuite le plus vite possible, laissant derrière vous la source de nourriture que vous aviez trouvée. Vous courez jusqu'à ce que la menace soit définitivement écartée, puis vous vous arrêtez pour reprendre votre souffle, encore sous le coup du stress que vous avez subi. Votre taux d'adrénaline redescend lentement. Vous êtes déçu d'avoir perdu votre repas, mais il ne valait pas la peine que vous risquiez votre vie. Après vous être remis de cette émotion, vous repartez en quête de nourriture et d'un endroit ombragé pour vous protéger du soleil qui tape. Ce soir, vous retournerez dans votre tribu pour partager la nourriture que vous aurez trouvée. Vous connaissez tout le monde car votre groupe, extrêmement soudé, se compose d'une 40aine de personnes. Si votre tribu s'est constituée, c'est surtout pour se protéger des animaux sauvages et des autres tribus qui, périodiquement, tentent de vous voler vos ressources. Tous ensemble, vous fabriquez des harpons et des filets pour attraper le poisson, des couteaux et des haches en silex pour chasser et vous défendre, ainsi que des paniers et des pots en terre cuite pour stocker votre nourriture. Une antilope que des chasseurs de votre tribu ont pourchassée sans relâche est en train de rôtir sur le feu que vous avez allumé. Dans la soirée, vous vous assiérez tous autour du feu de camp pour faire cuire vos aliments et tenir les prédateurs à distance. Vous parlerez ensemble de la journée que vous avez passée et vous vous raconterez des histoires jusqu'à vous endormir. Demain, le même programme vous attend. La biologie humaine est optimisée pour des conditions de vie qui existaient il y a 100 000 ans
et non pour le monde dans lequel nous vivons actuellement. Aujourd'hui, la nourriture est partout et les prédateurs ne rôdent pas autour de nous. Vous n'avez plus besoin d'être constamment en mouvement. D'ailleurs, vous passez certainement l'essentiel de vos journées assis derrière un bureau à fixer l'écran de votre ordinateur ou en tout cas à des activités sédentaires. Du coup, ce sont de nouvelles menaces auxquelles votre cerveau et votre organisme doivent faire face, à savoir l'obésité, les pathologies cardiaques, le diabète, la maladie d'Alzheimer et la fatigue chronique. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre cerveau et votre corps ne sont pas faits pour la vie moderne. Ils sont optimisés pour la survie physique et sociale et pas pour travailler toute la journée devant un écran. Le travail en entreprise n'existe pas depuis suffisamment longtemps pour que notre biologie se soit adaptée aux nouvelles exigences que nous lui imposons. Par conséquent, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous n'avez tout simplement pas été conçu pour le type de travail que vous exercez actuellement. Et personne ne l'est. Nous essayons tous de faire fonctionner de nouveaux programmes particulièrement exigeants sur du matériel ancestral. Les besoins physiques. À présent, plus de joie mais un manque de sel. Plus de douleur mais de la lassitude et de la culpabilité. Robert Frost, poète américain du XXe siècle. Vous dopez au Red Bull et faire la fête toute la nuit ne va pas vous mener très loin. Si vous voulez faire du bon travail, vous devez prendre soin de vous. Si vous ne donnez pas à votre organisme ce dont il a besoin pour fonctionner, vous serez à court de carburant bien avant d'atteindre vos objectifs. Votre mental est avant tout un système physique. Souvent, ce que nous prenons pour de la fatigue mentale ou des perturbations émotionnelles est simplement un signal émis par notre corps pour nous dire que nous manquons physiquement de nutriments, d'exercice ou de repos. Si vous voulez être opérationnel, vous ne pouvez pas tourner à vide. Le corps humain a des besoins physiques. Tout comme une voiture ne peut pas rouler avec un réservoir vide ou une bougie cassée, votre organisme ne peut pas fonctionner longtemps sans quelque source d'énergie. Lorsque vous avez beaucoup de travail à accomplir, vous avez tendance à vous dire qu'il est accessoire de prendre soin de vous. Or, c'est tout le contraire. Prendre soin de vous doit être la priorité si vous voulez mener à bien votre mission sans vous épuiser. L'alimentation, l'exercice et le repos sont les ressources que votre organisme transforme en énergie productive. Des ressources médiocres ou insuffisantes diminuent automatiquement le volume et la qualité de votre production. Voici quelques principes de base pour vous aider à optimiser vos journées. Mangez des aliments de qualité. La qualité des données à la sortie dépend de la qualité des données à l'entrée, voire qualité d'entrée, qualité de sortie, un concept abordé ultérieurement. Alors, faites attention à ce que vous avalez. Si vous consommez de la viande, des œufs ou des produits laitiers, évitez ceux qui renferment des antibiotiques ou des hormones. Évitez également le sucre raffiné et les aliments transformés dans la mesure du possible. Si vos ancêtres ne les auraient pas immédiatement identifiés comme des aliments, ne les mangez pas. Consommer un petit encas ou une collation toutes les 2h30 environ contribue à stabiliser votre glycémie et vous évite les fringales dans la journée. Comme il m'arrive parfois d'oublier de manger, j'ai toujours sur moi des aliments simples. Une poignée d'amandes ou un fruit par exemple. Consommez du café avec modération et sachez que les tisanes remplacent avantageusement les sodas. Enfin, veillez à boire de l'eau régulièrement pour vous hydrater tout au long de la journée. Faites régulièrement de l'exercice. Selon John Medina, auteur de l'excellent ouvrage « Les 12 lois du cerveau », même une activité physique de faible intensité accroît l'énergie, améliore le fonctionnement cérébral et augmente la capacité de concentration. N'hésitez pas à aller vous promener, à faire du jogging, à sauter à la corde ou à pratiquer un peu de yoga pour vous remettre les idées en place et refaire le plein d'énergie pour le reste de la journée. Je soulève régulièrement une masse de 7 kilos pour faire travailler mon cœur, un outil d'haltérophilie bon marché, efficace et peu encombrant.
Dormez au moins 7 à 8 heures par jour. Le sommeil contribue à consolider les résultats de la combinaison de schémas et de la simulation mentale, ainsi qu'à contrecarrer les effets de l'épuisement de la volonté, concept abordé ultérieurement. Par conséquent, ne vous privez pas de repos. Personnellement, je fais sonner mon réveil pour me rappeler qu'il est temps d'aller me coucher et j'essaie de me détendre avant de dormir. Aller se coucher tôt permet de se lever tôt, ce qui est très utile dans tout travail de création. Personnellement, je trouve qu'il est préférable d'écrire ou de se livrer à d'autres activités créatives avant que la journée commence pour éviter d'être distrait par autre chose et de manquer de temps. Prenez suffisamment le soleil, mais pas trop. La vitamine D participe à de nombreuses réactions chimiques et notre organisme ne peut la synthétiser que si notre peau est exposée au rayonnement solaire direct, sans filtre. Prendre le soleil à travers une vitre ne compte pas. Bien sûr, ne vous exposez pas exagérément si vous voulez éviter les coups de soleil et les cancers de la peau. La lumière solaire contribue à réguler votre rythme circadien et indirectement votre sommeil. J'utilise régulièrement la luminothérapie pour être sûr de recevoir suffisamment de lumière, notamment l'hiver. 10 minutes de lumière le matin est un moyen très simple d'améliorer à la fois votre sommeil et votre humeur. Donnez à votre cerveau les matières premières qu'il réclame. Si vous vous sentez toujours en colère, triste, apathique ou léthargique sans raison, c'est peut-être parce que votre organisme ne reçoit pas toutes les matières premières dont il a besoin pour fabriquer les neurotransmetteurs responsables de la bonne humeur et du sentiment de bien-être. Dans son livre « Libérez-vous des fringales », Julia Ross explique que votre cerveau a besoin de certains composants pour produire des neurotransmetteurs responsables de l'humeur comme la dopamine et la sérotonine. Et sans les matériaux indispensables à la fabrication de ces substances chimiques, vous allez vous sentir mal, même si tout va bien dans votre vie. Les changements opérés dans notre alimentation moderne rendent nécessaire l'apport de certaines de ces substances sous forme de compléments alimentaires. Un complexe vitaminé de l'huile de poisson, du magnésium et les acides aminés essentiels fournissent à votre cerveau ce qui lui manque pour fonctionner efficacement. Veillez simplement à ce que les produits que vous achetez soient biodisponibles. En effet, un complément alimentaire ne sert à rien s'il traverse votre organisme sans avoir été assimilé. J'expérimente sans cesse de nouvelles façons d'améliorer mon énergie, ma productivité et mon humeur, et je vous recommande de faire de même. Une structure directrice, concept abordé ultérieurement, peut faciliter largement ces changements de mode de vie. Changer la structure de mon environnement m'a aidé à opérer de nombreux changements presque sans effort, y compris à adopter un régime végétalien, absence de produits animaux, pendant 3 ans. N'ayez pas peur de tester quelque chose de nouveau pour voir si vous constatez une amélioration. Prenez simplement garde à ne pas mettre votre vie en danger. En cas de doute, prenez modèle sur le mode de vie de vos ancêtres. Le cerveau multicouche. Les points de vue exprimés ici ne reflètent pas nécessairement le point de vue unanime de toutes les parties de mon cerveau. Malcolm McMahon, évêque de Nottingham. La plupart d'entre nous s'identifient à leur petite voix intérieure qui commente sans cesse le monde qui les entoure. Cette petite voix est parfois pleine d'excitation et d'enthousiasme, mais le plus souvent incertaine, hésitante, inquiète ou effrayée. Heureusement, vous n'êtes pas cette petite voix. Vous n'êtes qu'une petite partie de votre cerveau. La voix que vous entendez n'est qu'un commentateur qui commente ce que fait votre cerveau. En réalité, votre conscience est ce que votre cerveau utilise pour résoudre des problèmes qu'il ne peut pas gérer en pilotage automatique. Puisque le comportement humain prend racine dans le cerveau, vous avez tout intérêt à comprendre la structure et le fonctionnement du cerveau. En voici un petit aperçu, simplifié à l'extrême. Imaginez le cerveau comme un oignon avec de nombreuses strates. La première couche, appelée cerveau postérieur,
est essentiellement responsable de votre survie. Cette structure assure l'ensemble des fonctions physiologiques nécessaires à la survie. Rythme cardiaque, sommeil, état de veille, réflexes, mouvements musculaires, pulsions sexuelles, etc. Situé à la base du cerveau, le cerveau postérieur est parfois surnommé cerveau reptilien, cette structure neurologique de base étant présente chez tous nos ancêtres biologiques, dont les reptiles et les amphibiens. Le cerveau reptilien génère des signaux transmis à travers la moelle épinière et les nerfs jusqu'aux différentes parties du corps et est responsable de vos actions physiques. Au-dessus du cerveau postérieur se trouve le cerveau moyen. Cette structure est responsable du traitement des données sensorielles, des émotions, de la mémoire et de la combinaison de schémas, concepts abordés ultérieurement. Notre cerveau moyen est constamment et automatiquement en train d'anticiper ce qui va arriver, transmettant l'information au cerveau postérieur qui prépare notre organisme à l'action. Le cerveau moyen est le commentateur, alors que le cerveau postérieur est la radio. Une couche fine et plissée, à savoir le cerveau antérieur, est située juste au-dessus du cerveau moyen. Cette mince couche de tissu cérébral est responsable de nos facultés cognitives, c'est-à-dire de ce qui fait de nous des êtres humains, la conscience, la logique, la réflexion, l'inhibition et la décision, concepts abordés ultérieurement. Sur le plan phylogénétique, le cerveau antérieur est très récent et s'est développé pour nous aider probablement à gérer l'ambiguïté. La plupart du temps, ce sont nos cerveaux moyens et cerveaux postérieurs qui s'occupent de tout, et nous fonctionnons d'instinct. Toutefois, la donne change lorsque nous sommes face à quelque chose d'inattendu ou d'inhabituel qui déconcerte le cerveau moyen et le rend incapable de prédire ce qui va se passer. C'est là que le cerveau antérieur entre en scène pour collecter des données et considérer les différentes options possibles. Après réflexion et analyse, le cerveau antérieur décide ce qu'il faut faire en fonction de ce qui lui apparaît comme la meilleure solution à cet instant. Une fois que la décision est prise, le cerveau moyen et le cerveau postérieur reprennent leur fonctionnement normal et mettent en œuvre la décision. Les neuroscientifiques pourraient faire de nombreux commentaires supplémentaires, mais ce modèle cérébral très basique est suffisamment exact pour être utile. Mon ami et mentor PGLB, pour lequel le cerveau n'a plus aucun secret, emploie une analogie très pertinente pour expliquer la relation entre les différentes parties du cerveau. Votre cerveau est un cheval et vous êtes le cavalier. Votre cheval est intelligent, il se déplace tout seul et capable d'identifier les obstacles et recule devant ce qui lui paraît dangereux ou effrayant. Vous, son cavalier, êtes là pour le diriger et le rassurer en lui disant qu'il peut avancer sans crainte. La meilleure chose à faire pour commencer est de séparer ce que vous êtes de votre petite voix intérieure. Le commentateur possède la capacité de concentration d'un enfant de 2 ans qui a bu un triple expresso. Son rôle est de vous signaler les éléments de votre environnement auxquels vous devez prêter attention. Des éléments susceptibles de satisfaire l'un de vos besoins humains fondamentaux ou de présenter un danger. Ce n'est pas pour autant que cette voix a toujours raison ou que vous devez prendre tout ce qu'elle vous dit pour parole d'évangile. La méditation est une pratique simple qui peut vous aider à séparer ce que vous êtes de votre petite voix intérieure. Elle n'a rien de mystique ni de magique. Vous vous contentez de respirer et d'observer ce que fait votre esprit sans vous associer à lui. Au bout d'un moment, la voix se tait, améliorant votre capacité à continuer dans la direction que vous avez choisie. Quelques moments de méditation silencieuse au quotidien peuvent faire la différence entre vous sentir effrayé et submergé et vous sentir maître de votre destin. Si vous souhaitez apprendre à méditer, je vous recommande 2 ouvrages. Méditer au quotidien, par Bhante Enepola Gunaratana, et Où tu vas, tu es,
Apprendre à méditer pour se libérer du stress et des tensions profondes par Jon Kabat-Zinn.